Pascal Hirholz, bonjour. Bonjour. Comment tu prononces Hirholz? Tu prononces le H de Hirholz? Bien sûr, on dit Hier et Holz. Et ça vient évidemment de l'Alsace, non? J'imagine. C'est un nom allemand. Hier, ça veut dire ici, et Holz, c'est du bois. On peut dire toucher du bois. On peut dire toucher du bois. Ça porte bonheur. Bon, tu es né, tu as quel âge? J'ai 54 ans. 54 ans, et nous nous sommes rencontrés il y a assez longtemps. On était chez Havas, je crois, non? C'est ça, c'était après la Deuxième Guerre mondiale et après mai 68. Voilà. Oui, on s'est rencontrés. À l'époque, j'ai travaillé à Paris. Oui. J'ai travaillé un petit peu chez Havas, un petit peu chez Roger Partners. Ensuite, j'ai travaillé chez Publicis. Donc tu peux dire bonjour à Daniel Robert, là. Bonjour Daniel. Alors bonjour Daniel. Voilà. Tu ne viendras pas de moi, bien sûr. J'avais plus de cheveux. Plus de cheveux, mais est-ce que tu avais à peu près le même humour déjà, non? Même envie de rigoler. Qui est difficile à comprendre. D'accord. Tu es sorti d'Estienne, s'il me semble bien. Hein? C'est cela. Et quand tu as fait Estienne, tu savais que tu allais rentrer dans la publicité? À vrai dire, Estienne, après Estienne, j'ai eu le choix et j'ai choisi le graphisme d'abord. Je préférais en faire les beaux-arts, les arts déco et le graphisme. J'ai donc commencé dans les boîtes de design. Et ensuite? Je suis allé vers la pub. En fait, Estienne, à la sortie d'Estienne, j'ai plutôt choisi la voie du design graphique. Et j'ai commencé par des stages. Et ma première vraie agence, c'était une agence de design. J'ai fait du graphisme chez AID International Design. Et après cela, je suis entré en pub. Et j'ai toujours été un petit peu tenté par les deux. D'accord. Et jamais par une boîte de packaging, une boîte d'identité visuelle comme... L'identité visuelle, j'en faisais à cette époque-là. Tu en faisais? J'en fais toujours aujourd'hui. Mais tu t'es pas dit que tu pourrais te spécialiser à Carré Noir ou CBA ou ailleurs? C'était trop, pour moi c'était trop particulier, c'était trop spécialisé. D'accord. Faire des boîtes, faire des conserves. Et quand tu as été directeur artistique en agence, ça n'a pas été un peu frustrant pour toi qui adore faire les choses de tes mains? Bien sûr. Mais la vie d'agence c'est toujours frustrant. On fait les concepts, mais ensuite ça nous échappe. En tout cas en France c'était comme ça à l'époque. Ouais. J'ai eu j'aurais des tas d'exemples à donner sur des concepts qui ont été faits par mon équipe, mon rédacteur et moi-même. D'accord. Qui ont ensuite été récupérés par le directeur de création qui ont fait leur production. D'accord. Sans nous parler là-dessus. Ouais. Ça arrivait souvent. À quel moment tu as quitté la France exactement? En 1992. À peu près en même temps que Christophe Colomb, mais juste... quelques 500 ans après. 500 ans après. D'accord. Donc tu quittes la France avec une idée en tête ou sans aucune espèce d'objectif, juste tu repères sur une carte 2-3 points de chute et tu y vas? C'est ça, j'ai toujours eu les fourmis. Ouais. Les années entre 90 et 92, j'ai commencé à chercher. J'ai toujours eu plus ou moins envie de bouger. D'accord. Et à la première occasion, voilà, je suis parti. C'est arrivé en 92. J'ai été engagé à Publicis au Canada, à Montréal. D'accord. Je suis resté au Canada 7 ans. Ensuite, je suis revenu en Europe. J'ai travaillé pour Publicis encore, à Helsinki en Finlande. En fait, tu parles plusieurs langues, tu as appris plusieurs langues. Bien sûr, à chaque fois j'apprends la langue locale. C'est ça, à chaque fois Et donc aujourd'hui tu parles combien de langues? Parce qu'après on va faire le tour du monde, mais... On parle quelques-unes, disons couramment, j'en parle peut-être 7 ou 8. J'en ai appris beaucoup. D'accord. J'en ai oublié beaucoup. Par exemple, le finnois, je l'ai oublié. Olen Unortunut Kai. Après Helsinki, j'ai été rappelé au Canada. J'étais dans une grande agence à Montréal ou à Toronto? Montréal. Montréal, oui. À Wayana, Young & Lobicam. J'étais vice-président de l'agence. D'accord. J'ai fait ça, j'avais un contrat de 3 ans, au bout duquel je suis allé dans l'Ouest, travailler. À l'époque, j'ai commencé à en avoir un peu assez de la pub. Donc j'ai travaillé dans une boîte qui faisait de l'emballage, du design et surtout des activations. C'était au tout début.
des activations pour les marques. C'est-à-dire on trouvait des idées qui pouvaient s'appliquer dans la vie de tous les jours à partir d'une idée. D'accord. Donc j'ai appris à faire ça là-bas. Ensuite je suis parti en Chine. D'accord. Donc la Chine, ça a été presque pratiquement un nouveau départ. La Chine, ça a été un coup de foudre. En fait, c'est par la langue que j'ai eu envie d'aller en Chine. J'ai appris le chinois quand j'étais en vacances au Canada. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert de travailler comme pigiste dans une agence chinoise. J'ai accepté et je suis allé. J'ai parfait mon chinois là-bas. J'ai pris 10 galons. J'ai appris à travailler dans un environnement complètement différent que l'environnement chinois. Dans l'agence, j'étais le seul blanc, par exemple. Et là, tu as appris quoi? Le mandarin? Le mandarin, c'est ça? Tout en franc. Je suis au pro en franc. Ok. Tout le handle. J'ai perdu un petit peu aussi. Mais bon, c'est des langues, ça se pratique. Ça se pratique. Après ça, après la Chine, je suis allé en Indonésie et c'est là que je suis en ce moment. J'ai fait un petit crochet par le Moyen-Orient pendant une année. Ça m'a pas tellement plu et je suis revenu en Indonésie. En ce moment, j'ai donc ma propre structure, on peut dire ma propre agence, et je travaille comme consultant pour les autres agences. D'accord. Directeur de création. Donc finalement, quand tu me montres cette magnifique catalogue d'expositions sur lequel se trouve d'ailleurs actuellement l'appareil, ce catalogue est une très solide l'exposition. C'est une fine partie de ce que tu fais quotidiennement en fait. Disons que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais dans la pratique même, tu bosses, tu continues de travailler sur le branding, sur la pub, etc., sur la com. La réalité, c'est que... Et on peut voir quelque part ces travaux? Oui, j'ai un site web, personnel qui s'appelle pascalherholz.com. D'accord. Qui est plus ou moins à jour. C'est surtout focalisé sur la partie artistique. Il y a aussi un peu de pub et d'autres choses. Il y a aussi le site de ma compagnie qui s'appelle scalibali.com. D'accord. Et puis voilà. Ok. Alors, ce travail d'illustrateur, presque de carnet de voyage, c'est le travail de fond de ta narration des voyages, c'est ça? Exactement. Disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que tu adores raconter des histoires. J'adore vivre mes voyages et pendant les voyages en général, j'essaie de poser un regard sur les choses autour de moi. D'accord. Et en général, je dessine ces moments. D'accord. Ça peut être des amis, ça peut être des paysages, ça peut être des événements. Mon premier vrai carnet de voyage, dans le sens où Peter, tu l'as vu, je t'ai montré la dernière fois, il est en fait arrivé lors d'un grand voyage que j'ai fait en Amérique du Sud, en Argentine, en 1998, tout début de 1998, et c'est le premier, le carnet art, qui est entièrement en noir et blanc, fait au feutre et à l'encre de Chine, et qui est d'ailleurs un petit peu gauche, comme les gauchos de là-bas, et qui a servi en fait de référence pour tous les travaux subséquents. Depuis, j'en ai, par exemple à la maison en ce moment, j'en ai une centaine. À toute forme. Et si tu devais arrêter la pub, est-ce que tu pourrais vivre aujourd'hui de ce travail? Ce serait difficile. Ce serait difficile. C'est pour ça que je n'abandonne pas la pub. D'accord. Mais disons que j'essaie de trouver l'équilibre. Ouais. Sachant que tu finiras ta carrière comme artiste. C'est là-bas que je quand même. Oui, bien sûr. Tu finiras ta carrière en Indonésie ou en Europe ou en France ou sur une autre planète. Sur une autre planète, sur un exoplanète. Une exoplanète. Oui. D'accord. Okay. Le monde est assez grand et il y a beaucoup d'endroits intéressants à visiter, beaucoup de langues à apprendre. Ouais. Donc à propos du catalogue que nous avons sous les yeux, qui concerne en fait ma dernière exposition à Jakarta, intitulée Paisi, c'est mon nom chinois, Paisi, on m'appelle Paisi, en fait on ne m'appelle pas Pascal. Ombak idée, qui signifie des vagues et des vagues d'idées. Ce ne sont pas des idées vagues, ce sont
ce sont des ondes d'idées. Le nom me vient de la Chine. Lorsque j'ai travaillé à Pékin, la première fois que je suis allé à Pékin, on m'a, comme on fait avec la plupart des étrangers qui arrivent, on leur donne un nom chinois. En général, c'est une traduction de leur prénom. Et dans mon cas, ils ont trouvé ce nom Paisa qui signifie effectivement celui qui a beaucoup d'idées. Alors, ça sonne assez bien, ça ressemble un petit peu à mon prénom d'origine, donc je l'ai gardé. Cette exposition est en fait une sorte de rétrospective sur toutes les formes artistiques que j'ai explorées entre la Chine et l'Indonésie. Alors et toutes sont basées sur les carnets de voyage évidemment, et toutes sont basées sur une façon de regarder la vie alentour. Il y a dans ce catalogue, tu verras à Pétain, il y a plusieurs sections. Il y en a une qui est plus basée sur le regard acerbe, la critique sociale. Il y en a une qui est plus une forme expressionniste qui pourrait être les monstres qui sont à l'intérieur de Païsi. Vous avez devant vous. Pourquoi il y a des monstres à l'intérieur de Païsi? Il y en a, c'est sûr. Certainement, il y en a. Voilà, non, ils sont partis. Et puis il y a des portraits et des choses comme ça. Et qui est d'ailleurs un petit peu gauche, comme les gauchos de là-bas. Et qui a qui a servi en fait de référence pour tous mes travaux subséquents. Depuis, j'en ai, par exemple à la maison en ce moment, j'en ai une centaine. De toutes formes. Et si tu devais arrêter la pub, est-ce que tu pourrais vivre aujourd'hui de ce travail? Ce serait difficile. C'est pour ça que je n'abandonne pas la pub. D'accord. Mais disons que j'essaie de trouver l'équilibre. Sachant que tu finiras ta carrière comme artiste. C'est la voie que je suis. Quand même. Oui, bien sûr. Tu finiras ta carrière en Indonésie ou en Europe ou en France ou sur une autre planète. Sur une autre planète sur une exoplanète. Une exoplanète, oui. D'accord. Okay. Le monde est assez grand et il y a beaucoup d'endroits intéressants à visiter, beaucoup de langues à apprendre. Ce qui est intéressant, c'est l'exploration des matériaux. Je travaille en général en acrylique sur papier, mais toujours avec de l'encre de Chine. Et sur les grands formats, il y a des formats qui font plus de 2 mètres par 1,50 m. C'est toujours de l'encre de Chine à la base, suivi d'acrylique ou des fois de l'huile ou des choses comme ça. Il y a aussi, j'aime pas tellement travailler sur toile. Je préfère travailler sur des matériaux qui sont plus rugueux, plus intéressants, comme par exemple le carton, ou une sorte de toile très rugueuse qu'on trouve à Bali seulement et qui sert à emballer les matériaux comme le riz ou le ciment. Ça s'appelle le goni. Donc ces choses-là. Il faut aussi savoir que les Indonésiens, eux, ils préfèrent de loin les toiles. Donc c'est pas facile à vendre. D'accord. Mais on arrive à en vendre de temps en temps. Et tu as un agent en France ou quelqu'un? Non, je n'ai pas d'agent, bien sûr que non. Bien sûr. Je compte sur toi. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview vraiment très improvisée. C'est fini. Voilà, et à bientôt, en tout cas sur Skype, puisque tu retournes à Jakarta et en Indonésie dès demain, si j'ai bien compris. Par Istanbul. Waouh! Merci! Au revoir, merci.